Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia et vous écoutez La Voix des Plumes, le podcast littéraire qui donne la parole à des auteurs et des autrices de tous horizons. Ils et elles vous parlent de leur parcours, de leur travail et de leurs livres. Aujourd'hui, je reçois Pralinus, BDiste et écrivain queer qui partage son travail sur Tumblr, mais aussi sous forme de fanzine. Oh, et Pralinus a aussi une chaîne YouTube et va bientôt sortir un roman. C'est une personne très active, vous verrez. Ensemble, nous avons parlé de ses méthodes de travail, de l'importance de partager son travail pour être lu, de représentation queer et bien sûr d'un peu de yaoi. J'espère que vous apprécierez cet épisode et je vous laisse tout de suite avec Pralinus. Nous sommes avec... Je t'appelle le docteur Pralinus ou t'as un autre... Pralinus tout court, c'est bien. Ouais. Docteur. Nous sommes avec Pralinus. Merci de me recevoir, même si on se connaît et que je suis là. Enfin bon, bref, peu importe. Mais de rien, c'est un plaisir. En fait, on est chez toi en plus. On adore. Donc, Pralinus, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu es auteur, tu fais de la BD, tu fais de l'illustration, bien grand mot. tu fais de la vidéo et tu fais aussi une thèse sur le yaoi. Oui, c'est ça. En gros, oui, donc tu as une chaîne YouTube qui s'appelle le Docteur Pralinus et il n'y a pas trop de vidéos en ce moment, mais il y a des anciennes vidéos que vous pouvez regarder. Oui, il y en a quand même pas mal. Il y en a un certain nombre, vous avez de quoi vous occuper. Où tu parles de pop culture, de représentation féminine, de yaoi, globalement. Ouais, c'est ça. De représentation en général, dans la pop culture, surtout dans les séries animées. Ouais. T'as un webcomics qui s'appelle Yaoi Files qui est sur Tumblr. T'as un autre webcomics, c'est Heroes Academy. Qui est en cours et Yaoi Files est en suspens. Voilà. Et t'as plusieurs romans à ton actif. Voilà, t'as fait plein de trucs. Je fais aussi un peu de radio et je fais aussi un peu de doublage. Oui. Yeah. Nous sommes face à quelqu'un de très actif. Voilà. Je vais avoir... ma première question, c'est... est-ce que tu te souviens de la première histoire que... Je sais pas si tu l'avais écrite ou tu l'avais dessinée, mais... si tu te souviens un peu d'un... Ouais. Non, j'ai vraiment aucun souvenir d'un premier truc que j'aurais fait parce que vraiment déjà toute petite j'écrivais des histoires, quoi, j'inventais des trucs, c'était soit des suites à des films, soit des films mais en corrigé, soit des... de la fanfiction. Ouais, c'était de la... Mais récemment j'ai revu La Route d'Eldorado et je me suis rappelée, et je pense vraiment que ce film a été fondateur pour ma sexualité, tu vois, parce que c'est clairement du polyamour et il y a deux gars et une meuf et voilà. Bon, après il a des gros problèmes au niveau post-colonial ce film, mais bref, La Route d'Eldorado, j'avais écrit une fanfic dessus quand le film est sorti, quoi. Je sais pas, j'avais 8 ans, quelque chose comme ça. Une fanfic en BD, la suite de leurs aventures. Mais bref, même avant je faisais ça dans ma tête. Dès que j'ai pu dessiner, je le faisais par dessin. Et puis même, je considère que c'était de l'écriture aussi quelque part quand on inventait des histoires qu'on jouait en se déguisant avec mes potes quand on était toutes petites, quoi. J'inventais des trucs, voilà. Et puis j'étais toujours celle vers laquelle on se retournait en mode qui a une idée de jeu, et là tout le monde se retournait genre Lorraine. Et j'étais celle qui donnait l'idée du jeu, et voilà. C'est trop bien. On faisait des pièces de théâtre avec mes cousines aussi. Et du coup, est-ce que ça s'est pas arrêté ? Est-ce que tu as eu entre ce moment-là où tu écrivais petite, où tu dessinais et tout, et aujourd'hui, est-ce que ça a été un continuum ? Ou est-ce qu'il y a eu des périodes où ça a arrêté ? J'ai jamais arrêté. Le dessin, j'ai ralenti, même si j'ai jamais arrêté non plus, mais l'écriture, inventer des histoires en fait. Inventer des histoires, quelle que soit la forme que ça prenait, j'ai vraiment jamais arrêté. Je considère même que mes vidéos, le Vaginarium du Docteur Pralinus, il y a une histoire, elle est débile, mais c'est quand même une histoire, quoi. Je pense que la différence a été que j'ai découvert la fanfic quand j'étais au début du collège, vers 13 ans, et ça m'a donné une motivation supplémentaire pour écrire. Et en fait, sur des sites de fanfiction, je publiais des récits originaux, parce que j'avais du mal avec la fanfiction. Et c'est là que j'ai commencé à tout bêtement terminer mes histoires, parce qu'il y avait la motivation supplémentaire du retour du lectorat. Parce qu'avec des reviews, les gens te laissent des commentaires et te disent ce qu'ils en pensent. Et
Et même si je montrais toujours mes histoires à tout le monde, hein, parce que j'ai jamais eu honte de ça, c'était toujours « Regardez mes histoires, elles sont géniales !» Alors que voilà, ça devait être pathétique quand je les ai faites, mais voilà. Je faisais des pestacles pour les montrer, enfin bref, mais... C'est le moment où j'ai commencé à terminer mes histoires, où ça a évolué de cette façon-là. J'ai terminé mon premier roman quand je devais avoir 13-14 ans. Il était nul, mais c'était un roman terminé. J'ai commencé à terminer mes BD quand j'étais au lycée. C'est devenu de plus en plus long, hein. Enfin, genre en seconde, j'en ai fait une qui devait faire 400 pages. Oh mon Dieu. Ouais, c'est toujours dispo en ligne. Un jour, je ferai sans doute une vidéo où je montre toutes mes vieilles BD affreuses qui sont toujours en ligne. Peut-être genre en mode, c'est un peu moins pire maintenant. Donc, ouais, une progression. Bah, ouais, à un moment, tu commences à finir tes histoires et puis, si tu t'arrêtes pas, globalement, ça devient de moins en moins pire. Voilà. Et puis il y a eu un moment où je me suis éveillée aux thématiques LGBT et tout est devenu très très gay. Enfin, j'ai toujours eu des thématiques gays, et c'est ça qui me fait dire que j'étais juste aveugle et que je pensais que j'étais hétéro parce qu'on vit dans une société hétéronormée. Mais il y a... à partir du moment où j'avais toujours des personnages secondaires gays, des intrigues secondaires gays, parce que j'avais souvent des récits avec plein de personnages. Et à partir du moment où j'ai admis que j'étais pas hétéro, que j'étais pas cisgenre non plus, enfin d'un seul coup tout est devenu extrêmement LGBT+, parce que bon, il y a déjà trop d'histoires avec des personnes hétéros, quoi. Enfin, c'est un peu pour ça qu'on s'aveugle aussi sur son cas. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que la production de toutes ces histoires, que ce soit de l'illustration ou de l'écriture, etc., ça t'occupe combien de ton temps aujourd'hui? Enfin, c'est vraiment un truc que j'arrive pas à mesurer, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à mettre un prix sur ce que je fais, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je peux juste pas arrêter de faire en fait. En plus, je suis toujours sur plusieurs histoires en même temps. Je saurais pas dire. Je sais qu'en novembre, chaque année, parce que je fais le NaNoWriMo, c'est le moment maintenant, ça devient un peu une tradition, parce que je fais ça depuis 2015, je fais le nano depuis 2015 je crois. Enfin bref, c'est toujours le moment où je vais être à fond sur une écriture de type roman. Et généralement l'été je le passe à préparer des storyboards pour les BD que je vais faire à la rentrée depuis que je fais du webcomic. Donc là je suis en train de bosser des storyboards. Donc il y a la planification qui me prend... C'est plus sur des périodes en fait. Ouais, ton année est plus organisée par période. En fait. Ouais, j'arrive pas à quantifier vraiment le temps que je passe sur quelque chose. Vraiment j'ai du mal... Parce que sinon ça me déprimerait, je me disais mais je passe ma vie à ça. Et du coup à côté tu as quand même... donc t'es en thèse? Ouais, je suis en thèse. C'est ça. Ouais, et tu peux parler peut-être un peu du sujet que t'étudies Le yaoi. Le yaoi, j'ai choisi ce sujet parce que personne n'en parlait et que je trouvais que c'était un phénomène absolument incroyable en fait. Je le définis comme l'ensemble des fictions érotiques et romantiques mettant en scène des hommes homosexuels et c'est écrit par et à destination d'un public majoritairement féminin ou assigné femmes parce que voilà. Et je trouvais que c'était un sujet queer mais qui touchait aussi un public hétéro, parce qu'il y a beaucoup de filles hétéros qui consomment du yaoi quand elles découvrent leur sexualité et tout ça, enfin ça crée des ponts, c'est des notions un peu délicates quand on entre dans le militantisme, mais bref, je vais pas m'éparpiller là-dessus parce que ça devient complexe, mais plus je l'explorais, plus je me rendais compte à quel point c'était une arborescence monstrueuse, parce que ça touche tellement de médias différents, ça touche le jeu vidéo, ça touche les productions des fans, ça touche le cosplay, les performances, ça touche la bande dessinée japonaise, ça touche aussi aujourd'hui les productions LGBT+, parce qu'on a un public qui a été influencé par le yaoi, ça touche une réception de la culture japonaise et américaine avec l'explosion d'Internet en France, enfin tellement de sujets qui sont interconnectés au yaoi. Il y a des romans, ça touche les romances harlequins, l'écriture féminine, tout ça en un seul petit sujet qui est d'apparence méga spécifique, parce que ma définition, elle faisait déjà 2 lignes, mais qui englobe énormément de choses. Et donc pour le moment, je fais un peu un travail exploratoire, j'en suis encore là. J'essaie de lire de la théorie, même si c'est très très chiant, et donc je dois prendre du temps pour vraiment me concentrer pour lire ça, pour créer un cadre valide à cette étude-là. Mais mon but, ce serait plutôt d'être le plus accessible possible sur ce sujet-là, pour inciter d'autres gens à l'étudier aussi, quoi. Et voilà. Et du coup, tu étudies le yaoi et en fait tu produis aussi.
J'étudie du yaoi. et je produis du yaoi. Ouais. Je préfère le terme yaoi, il y a beaucoup de... Enfin, j'ai vu des débats récemment sur le fait que yaoi, c'est un mot japonais. Ouais. Moi, je pense que c'est le mot qui est le plus utilisé en France pour parler de mon sujet, en fait. Donc j'ai choisi de garder le mot yaoi. Mais, en fait, le mot japonais est basé sur un jeu de mots qui inclut du viol, en fait. Et quand tu fais des fictions LGBT très très safe, qui prennent en compte le consentement et tout ça, t'as pas forcément envie d'appeler ça du yaoi, même si pour moi, il y a forcément une filiation, et donc je vais revendiquer ce titre-là. Bien qu'il soit problématique, juste à côté du côté historique de la chose qu'on doit pas nier à mon sens. Mais je comprends tout à fait qu'il y ait des débats là-dessus. Mais bref, oui, je digresse, mais oui, je produis et j'étudie, et quelquefois c'est un peu délicat parce que j'étudie spécifiquement la réception du yaoi en France. Et moi, je suis vraiment sur ma chaîne YouTube, dans mes productions, une des seules auteurs qui a un discours un peu méta sur le sujet, juste un discours sur le yaoi qui est distancié, c'est pas juste reproduire du yaoi, c'est aussi le commenter. Et j'ai beaucoup de mal en fait quand tu parles des productions françaises sur le yaoi, t'es là, et sinon il y a Pralinus qui a fait ça, et c'est moi. Voilà, mais j'avais lu les romantiques de Théophile Gautier, qui parlait du coup du mouvement romantique au 19e siècle, dont il a fait partie, mais il a aussi écrit dessus. Et pareil, il avait fait le choix de pas s'inclure parce qu'il était en mode je suis un auteur notable du mouvement romantique, mais si j'en parle, je vais pas parler de moi, enfin c'est trop chelou. Donc ouais. Et du coup, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de Yaoi Files, parce que tu as choisi d'utiliser des... Enfin, c'est souvent en fait que tu fais ça dans tes productions, tu utilises des gros stéréotypes du boys love, du yaoi ou du shoujo, enfin des choses comme ça, pour ensuite faire quelque chose qui, au final, donne un produit qui est beaucoup plus queer que ce qu'on pourrait penser à la base, quoi. Ouais. Et ça rentre dans quelle idée, enfin, comment tu t'es dit de faire ça, enfin, que t'allais faire ça Alors, le truc c'est que je me rappelle que quand j'étais vraiment active dans la fanfiction Harry Potter, il y a quelqu'un qui avait fait une fanfic assez intéressante qui s'appelait le marketing appliqué à la fanfiction, et qui m'avait cité en exemple dans la stratégie Océan Bleu. C'est la stratégie où apparemment tu es le seul sur ton créneau en fait. Tu crées un marché parce que ce que tu fais est absolument unique. Et j'y avais jamais réfléchi comme ça. Mais on m'avait fait le reproche aussi quand j'écrivais chez Mademoiselle, c'est-à-dire que j'écris des choses qui sont, et je fais pas gaffe en fait, je fais vraiment pas exprès, qui sont vraiment différentes, qui sont difficiles à marketer, qui sont difficiles à intégrer à un marché ou quoi. Quoi que je fasse, c'est toujours trop bizarre, trop hors cliché. Et il y a eu une période où vraiment j'étais en mode ah les clichés, je vais absolument les éviter, c'est un travail que j'ai fait à l'adolescence. Mais même déjà à l'époque, je faisais des trucs vraiment très spé. Et c'est pas non plus spé dans le sens où ça va aller sur des choses hyper conceptuelles, hyper inaccessibles, mais c'est entre les deux. Et c'est difficile du coup à marketer, à cataloguer et tout ça. Ouais, c'est un truc que tu peux pas mettre facilement dans un rayon, quoi. Ouais. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à écrire en me fixant des petits challenges d'écriture ah, ce type d'univers j'aime bien, on va essayer de faire ça. On va essayer d'utiliser ces clichés-là, mais avec ce que j'ai pensé à la lecture de ces œuvres qui y ressemblent en fait. Par exemple, j'avais écrit l'Académie Minerve, c'était juste, je lisais un shonen à ce moment-là, un shonen qui était en 2 tomes très courts, qui s'appelle l'Académie des Lions Blancs et qui était sur des chevaliers, donc ça incluait des trucs d'escrime médiévale. Je me disais, mais ce serait cool avec des meufs. Donc j'ai tout bêtement pris les clichés des personnages de Naruto, des clichés de personnages de shonen, et je les ai transformés en filles, et à chaque fois en me disant qu'est-ce que ça inclut à ce cliché-là, le fait que ce soit une assignée femme, qui a été élevée dans une société patriarcale en tant que femme. Qu'est-ce que ça fait en se mélangeant à ce cliché. Et à chaque fois, c'est toujours un tout petit twist que je fais qui va changer l'histoire, mais on part sur quelque chose de connu, histoire de quelque part d'être plus accessible, parce que j'écris pour être lu. J'ai pas honte de le dire, vraiment j'écris pour être lu. C'est une manière que j'ai, et je dessine aussi pour communiquer. J'ai souvent peur d'être inaccessible, d'être pas compris, et je sais que c'est parce que souvent je fais des choses qui sont quelque part pas assez familières, pas assez clichés, et donc cette idée de partir sur du cliché, ça me vient de ce besoin-là aussi. Et donc pour Yaoi File, je suis partie de clichés du yaoi parce qu'à ce moment-là, je découvrais les clichés du yaoi, j'en consommais énormément parce que j'ai pas découvert le yaoi à mon adolescence, je l'ai découvert tardivement au moment de ma découverte de mon identité queer. Et je me suis dit, bon bah on va partir de ces clichés-là et on va déjà le mettre dans un cadre français parce que
voilà, après moi j'étudie la réception française, j'avais envie de faire un cadre français. Et ouais, on va juste pousser un peu plus loin. Genre, qu'est-ce que ça inclut d'avoir cette apparence-là? Qu'est-ce que ça inclut d'être comme ça? Comment... Enfin bref, poser plus de questions en fait. C'est cool. Et du coup, c'est quoi qu'est-ce qui t'inspire pour produire des histoires en fait? Bah, je pense qu'absolument toutes les histoires sont basées sur d'autres histoires en fait. Aujourd'hui, à chaque fois que j'écris, c'est un empilement de petits bouts que j'ai pris ça et là, et de toute façon qui vont être influencés par mon histoire personnelle, qui s'écrit à travers mes œuvres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire de l'autofiction, qui vont être très à l'aise pour parler d'eux-mêmes, et moi je les admire, mais moi je ne peux pas. Je dois absolument, pour le moment, peut-être que ça va évoluer, peut-être que j'arriverai à écrire mon histoire personnelle, mais pour le moment je passe par les biais de la fiction, et donc ça se passe aussi par aspirer des genres, plein de fictions différentes, éparpillées dans plein de genres différents. Enfin, je pense que j'ai vraiment pas d'a priori, pas beaucoup d'a priori. J'ai du mal avec le cinéma français sérieux et chiant, type Nouvelle Vague et tout ça. C'est genre une de mes limites. Et encore, il y en a certains que j'ai bien aimés. Mais je lis énormément de choses vraiment diverses. Il y a des moments où des styles me gavent. En ce moment, j'arrive plus à lire de shonen, par exemple. À part l'Attaque des Titans, parce que l'Attaque des Titans, c'est bien. On en parlait. Mais donc, tous ces genres-là, ce qu'ils éveillent en moi, ce qu'ils évoquent en moi, les petits bouts que je retiens, tu les assembles, tu fais un truc nouveau. Et je pense que... Enfin, les gens qui parlent de récit original, de construire son propre truc, enfin, je rigole doucement, parce qu'en plus, c'est les premiers qui vont créer univers de fantasy 0.1 que t'as déjà vu 1000 fois, et qui vont te dire, oh là là, c'est mes idées, c'est mon univers, ne plagie pas, et t'es là, mais... ça s'inscrit dans l'histoire d'un genre, il y a plein de trucs que t'as assimilés sans t'en rendre compte, enfin bref. Voilà. Et j'aime bien parler de mes créations justement en disant ce personnage-là, il est inspiré de ce personnage qui vient d'un autre univers. Voilà, ce personnage est basé sur ce personnage qui vient d'un autre univers, ou cet événement-là, je pensais à ça et puis j'ai juste modifié ça. Et enfin, bref. Et du coup, comment est-ce que tu travailles? Enfin, est-ce que tu as déjà parlé un peu du fait que tu découpais un peu ton année, genre l'été c'est le storyboard, le nano c'est pour les romans, etc. Comment tu travailles? Est-ce que tu as une méthode? Est-ce que tu écris tout le temps? Alors, je planifie. Quelquefois je commence des romans sans planifier, mais rapidement après 2 chapitres, il faut que je planifie 2-3 chapitres, il faut que je fasse un plan assez détaillé. Je planifie beaucoup ce que je fais, mais ça peut évoluer au cours de l'écriture, hein, clairement. Il y a des moments où je vais bloquer sur un truc et ça va être parce qu'il faut absolument que je réécrive le plan, parce que ça va plus prendre la direction que j'avais prévue initialement. Je fais des listes. D'abord, la première chose c'est je laisse mon esprit vagabonder, j'ai un petit concept, je fais des croquis des personnages, même quand c'est un roman, et pour avoir une idée globale. Genre, c'est là, on laisse vagabonder son esprit, dès qu'on est dans les transports, on y réfléchit, ça c'est assez classique, dès qu'on marche un peu, dès qu'on a une activité qui laisse le temps de la réflexion. Ensuite, je fais des listes, généralement plusieurs successivement, qui évoluent. Et je ne regarde pas la liste précédente au moment où je passe à la suivante, parce qu'en fait, c'est les événements qui vont être les plus intéressants qui vont passer d'une liste à l'autre. Quelquefois, je me repenche évidemment et je repars d'un truc qui me dit « Ah, en fait, ça pourrait être bien », mais globalement, c'est ça. Des listes des événements que je veux intégrer dans l'histoire. J'écris de façon très très brève, en abrégé. C'est généralement dans mon agenda ou sur des feuilles volantes. Après, à partir de cette liste, je commence vraiment à faire un plan détaillé. Quelquefois, je commence, du coup, pour les romans directement à écrire 1 ou 2 chapitres, mais ensuite, je fais un plan détaillé de comment je vais organiser le truc. J'arrive pas forcément à planifier le nombre de pages que tel événement va me prendre. À une période, j'essayais vraiment de faire ça, je disais ça va être 5 pages, ça va être tel nombre de pages, mais au final, je suis beaucoup plus libre pour gérer mon rythme en le faisant au fil de la plume, en faisant juste une liste, et ensuite en voyant quel temps ça prend. Et c'est pour ça que j'ai des chapitres qui sont quelquefois assez déséquilibrés, parce que tout bêtement, en termes de rythme, il fallait que cet événement-là, qui tienne en un seul chapitre, soit plus long que l'événement précédent. Et enfin, voilà. Mais j'ai quand même besoin de découper en chapitres et en arcs. Pour mes BD, c'est souvent des petits arcs, même si ça passe comme des chapitres. Mais voilà. Donc ça, c'est globalement ma méthode. Et du coup, tu as parlé un peu du fait que tu participais au Nano. Du coup, c'est quoi le NaNoWriMo? Parce que tout le monde ne connaît pas. Pourquoi tu as commencé à y participer? Tout ça. Le National Novel Writing Month.
C'est pendant le mois de novembre, mais il y a des camps tout au long de l'année, enfin bref. Et c'est un défi d'écriture, il faut écrire 50 000 mots. On passe sur, il y a une plateforme en ligne qui est liée à un forum avec lequel on peut échanger avec d'autres auteurs. Et l'idée, c'est d'écrire un certain nombre de mots par jour pour, au final, en un mois, écrire 50 000 mots. Quelquefois, je triche et je mets 2 projets parce que je perds l'inspiration sur l'un d'entre eux en cours de route. Mais en général, j'arrive à boucler mes 50 000 mots en un mois. Et du coup, l'intérêt, c'est aussi de voir ces petites stats, progresser. C'est une motivation aussi. Et il y a une émulation collective parce que tout le monde, généralement, les poteaux écrivains, les poteaux auteurs écrivent aussi en même temps. On se rassemble pour écrire ensemble, pour faire des challenges. Genre, je dois écrire le plus grand nombre de mots en un quart d'heure. J'avais gagné un autocollant à la soirée de lancement du Nano il y a quelques années parce que j'avais écrit le plus grand nombre de mots. Bon, par rapport à genre 10 personnes qui avaient déjà écrit plus de mots que moi, mais comme elles avaient déjà eu leur autocollant, pitié de moi, ils m'ont donné mon autocollant. Je me rappelle. J'étais très fière. Mais ouais, donc voilà. Et le Nano, je l'ai découvert juste bêtement parce qu'une pote le faisait. Une pote, c'est ma première amie de l'internet, Charlotte, que j'avais rencontrée sur poudlard.org, où on écrivait des fictions originales sur un site de fanfiction Harry Potter, cherchait l'erreur, et où on était là, les fictions originales, c'est bien mieux que les fanfictions, parce qu'on était débiles et qu'on avait 14 ans. Et ouais, du coup, on était... d'un seul coup, elle m'a dit « faut que tu fasses le Nano, c'est trop bien, cette année, fais-le avec moi. » Et j'étais là « Ok !» Et bah, du coup, on a fait le Nano ensemble en se faisant des Word War à distance. Et même si on a toujours du mal un petit peu à rester en contact tout au long de l'année, d'ailleurs, il faut que je réponde à son dernier mail. Chat, si tu nous entends. Le Nano, c'est toujours notre rendez-vous annuel pour écrire ensemble aussi. Il y a ça. Du coup, tu as parlé un petit peu de fanfiction. Mais du coup, tu as évolué dans des milieux de fanfiction, mais au final, tu en as très peu écrit, non? Si, j'en ai écrit pas mal quand même. J'ai quand même une fanfiction Harry Potter de 400 pages. Que j'aime. L'écriture est nulle, quand je le relis, je suis là, j'ai progressé, mais bon, c'est bien parce qu'elle date de 2011. Je l'ai écrite sur 2 ans et elle fait 400 pages et c'était un Next Gen. J'aime beaucoup les Next Gen ou la période des maraudeurs. Le Next Gen, c'est genre la génération, enfants. Les enfants d'eux et tout ça. Mais moi, en l'occurrence, c'était les enfants de Neville et Luna et de Dennis Crivey qui était. Enfin bref, je vais pas refaire ma fanfic. Mais non, j'en ai écrit pas mal. J'ai commencé par en écrire sur le site de fanfiction et après j'ai fait de l'original parce que je préférais quand j'avais 13-14 ans. J'avais écrit une fanfiction pareil avec un personnage original parce que j'étais pas satisfaite des personnages de Harry Potter et c'était un personnage original qui était ami avec les personnages de Harry Potter que j'aimais bien, donc Neville Londubat et les frères Crivey parce que je les aime bien, voilà, j'aime bien les frères Crivey. Luna n'avait pas encore été inventée à l'époque, donc sinon elle aurait été pote avec Luna, évidemment elle aurait été la meilleure amie de Luna. J'en ai fait une deuxième sur les maraudeurs avec pareil un personnage original parce que de toute façon les maraudeurs tu peux en créer plein, et c'était aussi une fille et elle était pote avec Rémus Lupin parce que Rémus Lupin est trop cool, enfin il est lâche mais au lycée il était cool sûrement. Et ouais, donc ça c'était 2 fics originales que j'avais faites, donc Next Gen et Maraudeur, et après j'ai écrit que de l'original tout en quelquefois le publiant sur le site poudlard.org. Ensuite, j'ai commencé à bosser sur des BD, sur d'autres formats, tout en faisant des romans. Enfin, j'ai envoyé mon premier roman en fin de lycée, en terminale. Et l'année d'après, il y a eu 2 ans après, il y a eu le dernier film Harry Potter qui est sorti. C'était vraiment pour moi la fin d'une ère. Même si le dernier livre était sorti il y a longtemps, le dernier film ça a été quelque chose. Et là d'un seul coup j'ai eu le besoin de me remettre à écrire plein de fanfics Harry Potter. Et pareil, qu'est-ce que ça concernait? Ça concernait Next Gen ou les Maraudeurs, les 2 périodes sur lesquelles j'aime bien écrire. Et c'est après, de fil en aiguille, que je me suis mis à écrire sur d'autres fandoms. J'écris beaucoup sur l'Attaque des Titans. Là je travaille sur une fanfic de l'Attaque des Titans en anglais. Et j'ai commencé à écrire en anglais sur l'Attaque des Titans aussi, parce qu'il y a moins de public en français en fait, donc j'écris en anglais. Et sur d'autres mangas, j'ai écrit sur du Haikyuu, j'ai écrit sur quoi? Non, je crois que c'est l'Attaque des Titans et Haikyuu pour le moment. J'ai d'autres idées quelquefois de... T'as fait du Yuri on Ice? J'ai fait du Yuri on Ice en BD, ouais. Du coup, tu publies toutes tes BD sur internet. Ouais. Avant de les sortir en papier, tu fais souvent une version papier pour genre la Japan Expo ou la Wacom, c'est ça. Des événements comme ça.
Est-ce que c'est important pour toi du coup de publier sur internet en accès libre? Quel rapport t'entretiens avec ça, avec la publication web? Je vois pas pourquoi je le ferais pas en fait. Surtout ça, quand on... Je suis pas assez connue en fait pour éveiller l'intérêt avec un exemplaire papier en fait. Je pense qu'il faut aussi d'abord proposer quelque chose d'accessible, de gratuit pour faire découvrir ce qu'on fait. Et c'est rassurant aussi d'avoir déjà des lecteurs pour quelque part nous guider au moment de la réalisation du truc parce que je publie au fur et à mesure quoi. Même si j'ai un plan évidemment et que je vais pas réécrire en fonction de ce qu'on me dit, ça aide. Parce que sur papier, c'est un peu figé, alors qu'en ligne, il y a beaucoup plus de fluidité. De toute façon, je fais un gros retravail je corrige, je clean beaucoup avant la version papier qui va un peu plus se figer. Et la version internet, je vais me permettre d'avoir des pages beaucoup plus dégueulasses, quoi. Mais c'est pareil pour quand je publie aussi des petits morceaux qui sont écrits, rédigés en ligne, disons que je corrige moins, quoi. Oui, non, c'est... Moi, juste pour avoir un public, c'est important de mettre à disposition. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'autant les auteurs de BD ont peut-être moins de problèmes à publier leurs trucs en ligne, etc. Alors que dans l'écriture, genre les romans, les machins, etc. J'ai l'impression que personne ose, à part vraiment des... quand tu commences... quoique maintenant il y a un peu Wattpad et tout, mais... il y a cette espèce de frein de genre ah bah non, faut pas que je publie sur internet parce que sinon je vais me faire plagier mon roman. Non, mais c'est vraiment bizarre. Je pense si t'as peur de te faire plagier, c'est aussi que t'es pas sûr de toi parce que moi j'ai jamais vraiment eu peur de me faire plagier. C'était ma mère qui me disait oh il faut que tu, à chaque fois que je publie un truc en ligne, tu fais attention, il faut que tu mettes sous enveloppe machin. Là mais qui va voler ça? Alors faudrait quand même être sacrément chelou. Et puis ça m'est arrivé quelquefois de me faire piquer mes dessins et des gens disaient c'est moi qui l'ai fait, tu vois, genre quand j'étais au collège ou au lycée, les gens me prévenaient et j'envoyais un mail et c'était réglé en... je sais qu'il y a des gens qui se font piquer leur fanart par des gens qui font du fric là-dessus, ça c'est odieux, c'est vraiment non, mais mettre en accès gratuit, de toute façon, la version solide, la version papier, c'est quelque part un goodie. Parce que il y a des gens qui aussi vont préférer lire en papier que sur internet. Il y a des gens qui vont m'acheter mes fanzines parce que justement c'est plus confortable pour eux d'avoir ce format là, mais moi je pense que ça crée un lien en fait au préalable de mettre à disposition quelque chose en accès libre et que la version papier ça va être c'est juste un objet dérivé quelque part. Le texte c'est pas du papier, le texte, l'histoire c'est pas du papier et de toute façon même si les gens y avaient accès uniquement sur papier c'est pas du papier. Je suis d'accord. Et du coup, quelle relation t'entretiens avec les gens qui suivent ton travail? Est-ce que t'as beaucoup d'échanges avec les personnes qui peuvent te lire ou est-ce que pas trop? J'ai pas un énorme public, mais du coup je me souviens des gens qui viennent régulièrement me prendre mes BD sur mon stand à JE, tout ça, à Japan Expo ou à Wacom. Je me souviens, je découvre des gens aussi, il y a des nouveaux chaque année, c'est trop bien. Il y en a qui me suivent depuis super longtemps et qui continuent, il y en a qui vont... qui vont lâcher et qui vont se permettre de faire des remarques du style je préférais ce que tu faisais avant, recommence ce que tu faisais avant. C'était mieux avant. C'est le nombre de personnes qui me demandent le final du Vaginarium, que je ferai un jour, mais en ce moment ça ne passe pas donc je n'y arrive pas, voilà. Quelle relation? Je dirais beaucoup de... d'un côté je fais ça pour communiquer et donc c'est ce à quoi j'aspire en fait, de toucher des gens et qu'on me dise les choses, mais t'as toujours ce sentiment un peu surréaliste quand quelqu'un va te dire c'est toi l'auteur, c'est trop bien et tout ça, et te faire plein de compliments incroyables que t'aurais jamais imaginé qu'on te fasse. Si, tu les as imaginés, mais tu te disais ça arrivera jamais et on te les fait, et au final ça résonne pas direct parce que t'es là. Tu dis juste merci et c'est ouf, mais en même temps, comment dire, ce que tu retiens tout le temps, ça va être les commentaires négatifs et tout ça. Mais c'est super important du coup, parce que plus on te le dit, plus t'arrives quelque part à l'entendre. Mais pour le moment, j'en suis pas au stade où j'arrive à l'entendre. Je te pose encore des questions du style, mais enfin,
qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je bosse toute l'année dessus peut-être, mais... ouais, enfin, je sais pas. C'est quand même vraiment très très agréable. Et je me sens vraiment... Enfin, j'ai l'impression d'avoir des grosses responsabilités, en fait, du coup. Quand t'es lu, c'est là tu te dis, ah, faut pas que je fasse de la merde, quoi. Mais c'est cool, ça aide à rester dans le droit chemin. Et du coup, tu disais que tu te souviens plus des commentaires négatifs et t'en reçois sur tes bouquins, enfin, c'est pas forcément négatif du style ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Et ça va être des petites impressions, et quelquefois c'est très subjectif, mais ça amène à se poser plein de questions. Sur Heroes Academy par exemple, il y a un personnage, et je sais que c'était aussi le cas sur le Vaginarium, il y a un personnage que pas mal de gens vont dire ah il est insupportable. Et t'es genre, je l'ai un peu fait comme ça, et en même temps il a d'autres richesses, parce que moi je le connais intimement, évidemment c'est moi qui l'ai inventé. Et c'est bête, tu vois, mais tout de suite tu vas te dire ah ce personnage est insupportable, bon bah on va essayer de ranger. Et puis d'un seul coup, parce que c'est quand même hyper subjectif, quelqu'un va te sortir ah mais non, lui il est trop bien. Et tu vas essayer de questionner les gens là-dessus, tu fais des enquêtes. Genre, et du coup, ce personnage-là, est-ce qu'il est insupportable? Ouais, non, un peu quand même, il est chiant. Et enfin, je sais pas, c'est juste. J'ai une relation trop intime avec mes personnages. Hein. C'est comme des potes, du coup, j'essaie toujours de prendre leur défense. Alors que c'est bien, en théorie, d'avoir des personnages insupportables. Et il y en a certains que je conçois comme ça. Mais quand quelqu'un me le dit cash, j'ai toujours l'impression que ça va être une critique sur mon écriture et qu'il y a un problème. Et du coup, mais non, il a des richesses cachées. Il est juste un peu spécial. Des choses comme ça. Des trucs négatifs. Les critiques négatives que j'ai sont tellement subjectives en fait que c'est un peu difficile d'en prendre compte. Par exemple, Heroes Academy, je sais qu'elle a perdu certaines personnes qui suivaient Yaoi Files parce que Yaoi Files était plus ouvertement dramatique ou émotionnel, alors que Heroes Academy repose sur le principe des gags, même si ça évolue, même si j'ai fait des moments assez intenses émotionnellement dedans, je pense. Et que ça va encore aller en s'intensifiant en termes de drama. Mais oui, c'est quand même très subjectif, quoi. C'est juste que j'ai changé de ton. Et si tu me suis pas sur ce ton-là, bah écoute, c'est sans doute que t'as pas besoin de ce genre de fiction à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on peut y faire, quoi? C'est pas très grave. C'est chiant pour moi parce que c'est cool d'être lu, mais après, je vais pas te forcer. Hein. Et est-ce que ça t'arrive d'être influencé par les retours que tu as au fur et à mesure, parce que tu publies du coup de manière assez sérielle, si c'est une page par semaine pour ou les BD, 2 semaines ou un truc comme ça? Oui, j'ai pas honte de le dire, hein, je suis influencée. Il y a des choses que... Influencée à la fois par mon lectorat, à la fois par les événements, à la fois par tout, toute influence. Je dirais quand même que je suis assez fidèlement mon plan. Mais il y a des choses dont on se rend compte en cours d'écriture. Par exemple, j'ai complètement changé la fin d'un des gags de Heroes Academy cette année. Parce que j'avais planifié en fait un blocus lycéen. Et il s'est avéré qu'il y en avait, c'est pile poil tombé au moment où il y a eu les gros blocus lycéens anti-réforme, Parcoursup, tout ça. Et c'était pile au même moment, les gens vivaient ça, et j'en parlais en BD du coup. Et à la base, je devais avoir un épilogue, mais vraiment triste. Enfin, triste, mais humour noir, où il y avait un petit espoir au niveau de la relation romantique, mais quand même vraiment humour noir. Et finalement, j'ai opté pour une solution qui était en plus plus courte, donc ça m'a fait moins de planches, et qui était plus absurde pour finir sur une bonne note, parce que je me suis dit non, vu ce qui se passe en ce moment, et puis même, je me sentais pas trop à ma place de faire quelque chose d'aussi noir, alors que je vivais pas forcément ça à ce moment-là. Ouais, non, ça m'a influencé, j'ai changé à ce moment-là. Mais bon. C'était plus les événements que le lectorat pour le coup, mais je savais que pas mal de lecteurs, j'ai des lecteurs qui sont au lycée, donc qui vivaient ça, ou à la fac, et voilà, des lectrices. Donc tu pensais du coup à tes lecteurs et tes lectrices en fait. C'est ça. C'est ça. Et ouais, du coup, non. Après, si quelqu'un me dit, c'est ce que je disais, on me dit j'aime pas ce perso, je vais pas le changer pour faire plaisir, quoi. Je vais juste essayer de montrer qu'il a des bons aspects aussi. Mais s'il est bien! Et si on continue à pas l'aimer, écoute. Au bout d'un moment, je m'y ferai. Et du coup, tu fais du roman, tu fais de la BD.
comment est-ce que tu choisis en fait? Ça, je vais le faire en roman, ça, je vais le faire en BD. Est-ce qu'il y a des critères ou Je me pose toujours la question au début, et il y a certaines choses, je sais que ça va bien passer plus dans un média que de l'autre. C'est quelque chose que je sens en fait. Clairement, je vais jamais faire un roman parce que je me dis oh là là, si c'était en BD, ce serait trop compliqué à faire. C'est plus moi, si je dois écrire cette histoire à ce moment-là, en faire une BD, même je pense que le format roman était mieux pour une histoire sur laquelle j'ai réfléchi à ce niveau-là. Non, c'est le format va avec l'histoire en fait. C'est j'écris quelque chose qui j'ai une idée d'histoire et puis je me dis quelle forme va être adaptée, ça ou ça. Et il y a plein d'histoires dont j'ai eu l'idée qui pour moi seraient adaptées pour des formats web-séries par exemple. Et comme j'ai pas les moyens de le faire et j'ai pas le temps de m'investir dans ce genre de projet pour le moment, bah, je les mets de côté parce que ça peut pas se réaliser pour l'instant quoi. Voilà, parce que le format adapté ce serait pas de la BD, ce serait pas du roman et j'ai pas envie de faire une version du pauvre parce que ce serait pas le format adapté en fait. Et c'est genre, c'est in the guts, tu vois, tu commences à faire ton histoire, ça va être une BD. Ça va être... Et du coup, comment t'as tes idées? C'est large comme question. Waouh, il y a beaucoup de moments où c'est juste... et c'est terrible parce que du coup je limite mes lectures quelquefois, parce que je sais que ça va m'inspirer, ça va être des lectures que je fais, des fictions que je consomme, et ça va m'inspirer à faire quelque chose dans le même style en fait. Parce que c'est ce que je dis toujours. Après je lis des fictions très diverses, donc, mais c'est ça qui m'inspire de façon assez primordiale je pense. D'autres fictions qui vont me donner d'autres idées. Et puis quelquefois des choses toutes bêtes, de la vie de tous les jours. Les Heroes Academy, l'idée m'est venue parce que j'ai fait une visite au Louvre et il y avait une statue magnifique de Euryale et Nissus, qui sont deux héros troyens qui ont suivi du coup Énée après la chute de Troie et qui étaient des amants. Et il y a une photo où l'un meurt sur l'autre, pas une photo, une statue magnifique au Louvre où l'un meurt sur l'autre et il y a des grands gestes et ces deux amants masculins, ça, et j'étais là. Mais il y a tellement de gays dans la Grèce antique, dans la mythologie grecque, il faut que je fasse une BD avec eux. Et ça a progressivement évolué vers Heroes Academy, mais à la base c'était si je faisais un univers alternatif, une fanfiction alternative sur les héros grecs, où genre tous les homos se retrouvent dans le même lycée, et du coup il y a Héraclès qui a eu des amants, qui traîne avec Achille et Patrocle, qui étaient deux amants aussi, et Euryale et Nissus, c'est parti de là. Des choses, juste une statue au musée du Louvre, quoi, ça peut inspirer aussi. Mais après, il y a toutes les autres inspirations qui vont se rassembler ensemble. Et ça devient une grosse boule d'inspiration et ça devient un truc bizarre et chelou, made in moi, parce que c'est comme ça que ça se marche. Et du coup, jusqu'à présent, en tout cas, les choses que tu as publiées, c'est en auto-édition, notamment tous les BD que tu as fait en auto-édition, etc. Et je sais, parce que je te connais, tu travailles en ce moment du coup avec... y a un de tes romans qui va être édité chez un éditeur traditionnel, entre guillemets. Du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu essayes de faire depuis longtemps? Est-ce que tu as envoyé beaucoup de manuscrits? Est-ce que, voilà, comment ça s'est passé tout ça? Est-ce que c'était une volonté? Est-ce que... Oui, il y a une volonté en fait, et ça s'est très bien passé, donc c'est cool. C'est une petite maison d'édition, petite, c'est spécialisé dans le M/M, donc dans la fiction yaoi, que j'appelle yaoi, mais c'est pas du yaoi. Et donc j'ai écrit ce roman parce que je voulais tenter de l'éditer là-dedans, parce que j'ai découvert qu'il y avait toutes ces maisons d'édition, ces petites maisons d'édition qui publiaient ça, et je me suis dit, si j'essayais de voir comment ça se passe en essayant de publier un roman là-dedans, et c'était aussi lié à mon travail de thèse, parce que j'avais envie de me renseigner là-dessus. Donc j'ai écrit un bouquin pour le faire éditer, en fait, clairement, j'étais là, je veux le faire éditer, et au final, c'est quand même un truc chelou, bizarre, que OVNI, qui est un petit peu à la marge et qui est pas vendable, mais quand je l'ai écrit, je voulais le concevoir comme la romance M/M typique, quoi, alors qu'en fait, c'est pas devenu ça, parce que j'arrive pas à écrire des trucs trop classique. Un jour j'arriverai, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à écrire dans un cadre spécifique et à faire des choses qui se vendent, je sais pas, genre les gens qui écrivent du Harlequin, mais respect éternel pour vous, quoi. Ça a l'air tellement codifié, c'est incroyable. Je pense vraiment qu'il faut avoir une discipline de fer pour se plier à ça, et c'est vraiment admirable. Mais bref, du coup, et en plus il n'y a aucun respect, bref, ça m'énerve. Il y a un gros savoir-faire, quoi. Donc clairement je voulais l'éditer. Après j'ai eu des rêves évidemment d'édition déjà petite, quoi. On me dit qu'il faut que je me fasse publier parce que c'est ce que les gens pensent quand tu dis auteur, ils vont te dire t'es chez quel éditeur ou des choses comme ça.
lol. J'ai commencé le premier manuscrit que j'ai envoyé, donc je l'ai envoyé quand j'étais en terminale. J'ai dû en envoyer 2 autres. Ensuite, Sprengstoff et un autre. Est-ce que j'en ai envoyé un autre? C'était Vision Vermeille, Sprengstoff et un autre que j'ai envoyé, mais je ne sais plus son nom, je ne sais plus lequel c'était. J'en ai envoyé 3. J'ai eu des non-réponses, j'ai eu des lettres types. Je me rappelle que j'avais eu une lettre pas type justement de Mnemos quand j'ai envoyé Vision Vermeille. Du coup, pour moi, Mnemos c'était la maison d'édition qui ne m'envoie pas des lettres types quand je me fais rejeter, donc c'est vraiment très cool. Surtout que j'avais 18 ans, donc c'était vraiment précieux d'avoir même un retour sur les premières pages parce qu'ils sont pas allés plus loin, quoi. J'ai envoyé pas mal de récits à des concours aussi, le concours national de la nouvelle où j'avais eu des retours détaillés que j'avais trouvé complètement con d'ailleurs, donc j'étais à quelquefois il faut avoir un peu de recul aussi et admettre que personne n'a raison foncièrement sur un texte. Quand on reçoit un retour, quelquefois ça va être complètement con. Faut savoir écouter, mais il faut savoir aussi se préserver, et quand on sent que la personne a juste pas pigé, faut peut-être se dire pourquoi elle a pas pigé, peut-être juste parce que c'était pas fait pour elle et qu'elle est complètement à côté, quoi. Mais bref, ça aide aussi du coup de faire lire à énormément de gens, et quand les gens me disent je suis trop timide pour faire lire mon texte, moi je pense que c'est quelque chose, c'est la première chose à travailler, quoi. Faire lire son texte à plein de gens, moi ça a toujours été une facilité que j'ai, mais bref. Du coup maintenant il y a un bouquin que j'avais écrit de l'Académie Minerve que je réessaie de faire publier, donc que je renvoie à des éditeurs en ce moment parce que c'est jeunesse et qu'on m'a dit, en fait plusieurs personnes m'ont dit c'est carrément publiable, ça pourrait rentrer dans des standards de maison d'édition, mais au moment où je l'écrivais je me disais ah non, c'est que des meufs, c'est de la fantaisie mais sans dragon, et il y a des lesbiennes en plus, je me disais c'est impubliable. Maintenant comme ça a un petit peu évolué, je me dis il y aura peut-être moyen effectivement. Donc j'essaie de reglisser, j'ai envoyé, et plus ça va en fait, plus je fais des envois, plus j'en ai rien à battre, donc maintenant il y a limite plus d'enjeu, c'est genre je l'ai écrit de toute façon, ça a touché déjà des lecteurs parce que je l'avais envoyé gratuit le PDF à qui me demandait. D'ailleurs c'est des lecteurs qui m'ont aidé à le corriger une première fois, que je remercie mais tellement fort. Et ouais, enfin plus on envoie, plus on se fait lire, moins on en a quelque chose à battre, donc c'est très libérateur finalement. C'est genre si ça marche, ça marche, sinon bah écoute, de toute façon j'ai d'autres trucs, quoi. Il n'y a plus d'enjeu. De toute façon j'arrive aussi à toucher un public tout seul, quoi. L'auto-édition ça apporte ça aussi. Mais être avec un éditeur par contre c'est vraiment une expérience différente, et je pense que c'est aussi enrichissant. Je veux absolument pas diaboliser les grands méchants éditeurs machin, parce que le travail d'édition est énorme et apporte beaucoup au texte aussi. Faut un peu lâcher son bébé, quoi, et voir avec quelqu'un comment le rendre plus accessible, comment le faire. Effectivement il y a du compromis à faire parce que ça va suivre une ligne éditoriale, plus ça va simplement en étant plus lisible, moins brut, tout ça, et c'est un travail très intéressant à faire, hein. Faut arrêter de glorifier l'auteur qui lui seul sait, qui est tout puissant, machin, les plus grandes œuvres qu'on a aujourd'hui c'est du cinéma et c'est d'énormes collaborations, donc avec quelquefois des producteurs ou des gens qui vont collaborer en tirant le produit vers le bas, mais aussi plein de gens qui vont apporter des pierres à l'édifice, et voilà. Et du coup, comment ça se passe le travail d'édition du coup de ton bouquin là avec cette maison C'est Mix Édition, et c'est sur des documents en suivi de correction, un échange en ping-pong en fait. C'est genre la première correction on me l'a envoyée vers décembre. J'avais, je sais pas, un petit mois pour le refaire, et puis en plus, comment dire, je travaille comme ça aussi de façon académique sur des articles universitaires, qui vont peut-être être publiés, j'ai pas encore de retour, mais bref, j'en ai envoyé plusieurs cette année, et les corrections que me fait mon directeur de thèse sont tellement 1000 fois pires que quand elle m'a dit oh là là, j'espère que tu vas bien digérer la production. J'étais là, j'ai vu la correction, il y avait genre, je sais pas, sur mes articles universitaires, il y a 3 annotations par ligne. Sur des articles de 10 pages, 10-20 pages. Sur mon roman, il y avait genre 5 annotations par page, et j'étais là, oh mais c'est bon, ça va aller. J'étais genre c'est bon. Du coup je l'ai corrigé assez rapidement. Ensuite on a eu plusieurs réenvois. Après le seul truc c'est que comme ça dure tellement longtemps et qu'il y a vraiment plusieurs échanges successifs, au bout d'un moment t'es genre, là je dois relire mon bon à tirer BAT. Et
mais clairement mon texte je le vomis quoi, parce que je l'ai beaucoup trop relu, mais bon bah ça fait partie du sport quoi, faut accepter ça. Puis au moins ça crée un certain recul, parce qu'après on est en mode je le déteste, faites-en ce que vous voulez. mais le pas, on n'est pas rien à battre. Ouais, je le hais. Ah, c'est vrai, ça me fait la même chose. Avec mon ami Gabriel. Ouais, j'en peux plus. Aimer pas, je m'en fous, je le déteste. C'est ça. Le travail éditorial, apprendre à vous dégoûter d'un texte, comme ça tu le laisses libre et il ne t'appartient plus, et les gens en font ce qu'ils veulent et c'est très bien. Et du coup il sort quand ? Septembre, mi-septembre. Je me rappelle plus de la date exacte, mais mi-septembre. Ouais, je mettrai dans la description le lien de la maison d'édition pour que vous puissiez trouver des textes. Yeah. Tout ça. Alors là, je reviens sur un truc qu'on a abordé avant, mais j'ai oublié de faire cette question. C'est plus sur... Tu parlais du fait que tu te donnais une responsabilité vis-à-vis de ton public, etc. Et du coup, je voulais te demander si t'as est-ce que tu cherches à faire passer des messages à travers ce que tu écris, au-delà de juste je veux vous faire passer un moment avec des personnages et vous faire découvrir une histoire. Est-ce que tu essayes de mettre Ouais, clairement. Il y a eu une période d'entre-deux où je voulais juste comprendre tous les points de vue et être, entre guillemets, juste. Mais je pense que c'est une utopie de faire ça. Et même si je pense que je peux revendiquer de rester dans une certaine ambiguïté et de comprendre, de toujours donner pas des... Expliquer n'est pas justifier, n'est-ce pas ? D'expliquer d'où viennent les choses, d'expliquer quel milieu va amener certaines idées, quel milieu va... quelle origine pour telle intolérance, tel machin, enfin... J'essaie toujours d'avoir ça, en fait, de pas être dans juste une condamnation. Mais la condamnation, maintenant, je peux plus l'éviter. À une période, je pense, quand j'ai commencé Yaoi Files, le premier tome, j'étais dans les deux parties sont absolument compréhensibles et mises à niveau. Mais la réception, justement, de Yaoi Files, on parlait de l'influence du lecteur, la réception a été tellement dans un sens que je pouvais pas l'ignorer pour la suite, et que, bah, du coup... Du coup, là, peut-être pour expliquer, on parle de placard, d'homophobie, de politique. Enfin voilà, Yaoi Files, c'est une romance entre un flic CRS et un étudiant en art en sociaux. Un peu queer quoi. Enfin, en sociaux, et il est pas un peu queer. Oui, il est carrément queer même, c'était plus un euphémisme. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils ont chacun leur milieu, ils évoluent dans des sphères très différentes et ils ont des idées politiques qui sont très opposées au début. Et du coup, voilà, ça explique ce que tu disais, ça. Je vais te laisser continuer. Ouais, non, enfin, la fin du premier tome, c'était une rupture entre les deux, parce que... Et je savais pas si j'allais faire une suite quand j'ai fini le premier tome. C'était une rupture parce que le constat, c'était juste, même si on s'aime, on peut aimer, je pense sincèrement, quelqu'un qui a des opinions différentes, et ça m'est arrivé, en fait. Mais il y a un moment où, même si on s'aime, ça suffit pas, quoi. Il y a des choses avec lesquelles on peut pas transiger pour rester soi-même. Et c'était ça, en fait, la conclusion du premier tome. Donc il rompait. Et puis c'était aussi l'idée toujours très méta ça s'appelle yaoi, et tous les yaoi ont un happy end, en fait, même si la relation a été abusive et horrible. Et là, j'ai essayé de faire une relation qui soit pas abusive et horrible, mais qui ait pas de happy end, parce que, autre raison. Et pour la suite, en fait, tout le monde a dit non, il faut qu'ils reviennent ensemble. Du coup, tout de suite après, j'étais en mode bon, les gens le supportent pas, bon, bah, ils vont se remettre ensemble. Et là, vraiment, j'ai pris un parti. J'avais discuté notamment avec une amie qui est afro-femme et que j'ai intégrée dans l'histoire, c'est Batmama. Ficus, si tu nous entends. Et Batmama qui m'avait dit, je lui avais envoyé une des nouvelles du premier tome, parce qu'il y a des nouvelles bonus publiées dans les tomes papier, et où je la mettais en scène face aux flics, et où elle avait une hostilité, mais elle était un peu molle dans son hostilité face à lui. Elle m'a dit, mais je suis une femme noire. Quand je fais une manif, ma vie est en danger, en fait. Enfin, comment est-ce que tu... Enfin, je serais pas aussi sympathique, en fait, avec quelqu'un qui est CRS dans la vraie vie, tu vois. Enfin, et j'ai corrigé, du coup, avec son retour, parce que c'était quand même basé sur elle. Et même si c'est toujours ambigu, sa relation avec le personnage qui est CRS au départ, parce que c'est un type gentil, quoi. C'est vraiment un type gentil, c'est vraiment un type qui a fait ça pour prouver quelque chose à sa famille, en plus, pour justement surcompenser le fait qu'il était gay, qu'il y avait toujours un truc qui collait pas et qu'il voulait pas, du coup, être le gay efféminé, voilà.
Et ouais, donc ça a évolué. À la fin, je me suis rendu compte que Bichy ne pouvait pas continuer à être un CRS, quoi. Et donc, c'est quelque chose qui m'a coûté quelque part parce que c'était prendre un gros parti, ce à quoi j'étais pas habituée avant. Et depuis, j'ai pas regretté. Donc, je pense que j'ai pris la bonne décision à l'époque et je prends plus parti dans mes fictions. Tout en, je pense, laissant quand même toujours la possibilité d'avoir une empathie. Qui n'est peut-être pas, c'est peut-être pas bien, hein, mais moi je veux toujours expliquer, jamais justifier, jamais dédouaner, mais toujours expliquer. Parce que peut-être aussi j'ai un privilège de personne blanche qui fait que je peux avoir ce recul-là, quoi. Alors que d'autres ne peuvent pas l'avoir parce que tout bêtement, c'est ce que Batman m'avait dit, quoi. Enfin, toi, si tu vois un flic, tu peux lui dire bonjour. Moi, je vais rentrer la tête dans les épaules et essayer de me faire toute petite, quoi. Enfin, voilà. Enfin, ça dépend, après. Il y a aussi de... T'as toujours plein de contre-exemples, mais voilà, grosso merdo, un CRS, disons. Du coup, t'intègres... t'as parlé du fait que depuis ta prise de conscience queer, pas hétéro, t'écris sur des personnages qui sont comme ça. Enfin, ouais. Qui sont comme ça aussi. Est-ce que c'est, du coup, parce que tu les toi, du coup, les personnages sont naturellement queer, ou est-ce que c'est aussi une volonté active, entre guillemets, de dire, je vais mettre que des gays, que des lesbiennes et des bi Ça a été d'abord une volonté et maintenant c'est devenu naturel. C'est vraiment, il y a eu un basculement entre les deux. Je pense sur l'écriture du voleur de destin que tu as lu. Le VDD, ouais, le gros truc de fantasy. Oui. Ouais. Le voleur de destin, quand je l'ai commencé, je pensais que j'étais hétéro. Mais à l'époque, c'était le moment où je faisais plein de réalisations politiques parce que j'assumais que j'étais féministe. Et donc, féministe, je voulais une cohérence. Ça m'a amené vers une certaine intersectionnalité. Du coup, j'étais là, bon... On va rendre ce casting qui était tout blanc à la base parce que j'ai écrit le truc tout blanc, tout hétéro, tout machin. J'ai écrit le truc quand j'étais la première version quand j'étais en 5e. J'étais là, bon, on va rendre ça un petit peu plus intéressant. Hein. Du coup, j'ai rajouté des gens gros, des gens racisés, des gens LGBT. Et au départ, vraiment, j'ai eu un travail pour écrire ça en fait. Et même encore, c'est un travail que je fais. Par exemple, récemment, j'ai vu des threads de personnes racisées qui parlaient des descriptions de la peau noire et je me rendais compte que je tombais dans absolument tous les clichés dégueulasses d'écriture des peaux noires, genre des mots comme sombre ou des adjectifs. Ouais. Pareil, j'ai les mêmes. J'étais là, bon, va falloir retravailler ça, hein. On est toujours un work in progress, voilà. Mais j'espère que ça va pas trop claquer au micro. Mais ouais, non, c'est toujours un travail. Mais à partir du moment où on est concerné, je pense aussi que ça devient plus naturel. Où on se sent légitimement concerné, quoi. Après, il y a des choses que je ne peux pas... je suis pas cisgenre, mais je suis pas non plus... je serais pas non plus à l'aise. Enfin, en tout cas, ça demanderait un travail, ce serait pas naturel pour moi, même si je pense que c'est important de le faire, d'écrire sur quelqu'un qui, par exemple, est dans une transition à prendre des hormones ou ce genre de choses. Je demanderais vraiment des avis de gens, et ce serait un travail supplémentaire que je fais, de les prendre en compte. Quand j'écris sur des personnes de couleur, je suis pas genre 100% blanche, mais clairement, voilà, blanche. Pas si, machin. C'est un travail supplémentaire que tu fais d'aller demander des avis sur la grossophobie aussi, j'essaie... de me renseigner et tout ça, de demander. Mais en plus, à chaque fois, chaque lutte a ses spécificités, donc des travaux supplémentaires. Mais LGBT, oui, clairement, c'est devenu quelque chose de naturel, et de toute façon, c'est devenu un besoin viscéral, quoi. Maintenant, quand je vois des gens gays, j'applaudis, genre ça, spontanément. Bon, après, si c'est deux mecs gays blancs de base, bon... En arrière-plan, t'es là, encore. Mais dès que tu vois que, je sais pas, un personnage principal commence à faire de l'œil, qui est une meuf, commence à faire de l'œil à une autre meuf un peu androgyne, je sais pas quoi, t'es en mode oui. Donc voilà. Et du coup, comment tu te documentes pour tes œuvres? Twitter, Google aussi, si tu tapes les bons mots en général, tu peux trouver sur des bons liens.
J'essaie de suivre des gens différents de moi, qui ont différentes expériences aussi, différents de moi, c'est-à-dire je vais pas suivre quelqu'un du FN, mais disons que je vais suivre des fat activistes, des gens, des pieds aussi, ou personnes racisées sur Twitter, des gens avec différents combats en fait, même quelques gays cis, parce que c'est aussi pas du tout la même expérience, et voilà, enfin... Faudrait que tu me passes tes comptes, ça m'intéresse. Non, c'est toujours d'élargir, et puis même dans les représentations graphiques, mais ça a vraiment toujours été un souci que j'avais, je pense. Enfin, j'ai eu une phase au collège où je dessinais que des gens beaux, mais très très vite, dès le lycée, je commençais à dessiner beaucoup de gens avec des silhouettes différentes parce que j'avais juste besoin d'avoir des silhouettes différentes. Ça allait pas très loin, mais il y avait des peaux vraiment variées. Parce que quand j'étais petite aussi, j'ai beaucoup blanchi en vieillissant, mais j'avais la peau beaucoup plus mate. Et c'est tout con, tu vois, j'avais quand même un... Enfin, on me prenait vaguement pour nord-africaine, mais rien que ça, tu vois, ça manquait. Et donc je me dis, mais quel manque ça doit être pour les gens qui sont... qui sont plus explicitement racisés, en fait. Et c'est tout con, un tout petit truc, tu vois, mais ça m'a amené déjà assez tôt à me poser ces questions-là et à représenter toujours... dès qu'il y avait une fille à la peau mate et aux cheveux bruns, je hurlais de joie, tu vois, quand j'étais petite. Déjà des filles, là ça manque déjà des filles, ouais. Des filles Des filles, en plus, elles ont la peau mate. Ah, tu vois, mais tout bêtement, dans les Magical Girls, le Wings Club, il y en avait une qui avait la peau mate. Elle était pas noire, mais elle avait la peau mate. C'était Flora, et c'était genre, oh, c'est moi. Et ça fait trop du bien, en fait. Alors que c'est pas du tout moi, mais enfin, juste un petit élément qui te rapproche d'elle, tu vois, et t'es là. C'est bon. Et c'est tellement un sentiment agréable que c'est important aussi de l'étendre à des choses qui concernent pas que ta propre expérience, quoi. Même si partir de là, c'est bien aussi, quoi. Je pense que toi, t'es partie de ton expérience bisexuelle pour ensuite étendre aussi à d'autres... Oui, pareil, ouais. Oui, j'ai à peu près le même processus. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils pour écrire ? Des conseils pour écrire. Ça va rejoindre un petit peu tout ce qu'on dit. Je pense, même si on fait de l'autofiction, ce qui peut être très intéressant, et moi je n'y arrive pas, donc j'admire les gens qui arrivent à faire ça, essayer de regarder les expériences des autres, en fait. Essayer de jamais rester sur ce qu'on vit soi. Toujours, et même de toute façon, ça c'est dans la vie, lisez ce que vivent les autres aussi, quoi. C'est genre, attention, je suis le grand gourou, voilà comment il faut vivre. Non, mais c'est juste, ça m'a tellement fait progresser, en fait, de me prendre des claques, de réaliser que les gens n'avaient pas la même expérience et des choses que j'imaginais absolument pas. Ça a tellement enrichi la personne que je suis, mais aussi ce que je produis, que je pense que c'est primordial de pas se limiter à sa propre expérience, d'aller voir, d'aller aussi lire des choses différentes dont on n'a pas l'habitude, quoi. Par exemple, l'écriture féminine, mais typiquement les romances, des gens vont avoir un espèce de dégoût spontané pour ça, et je suis là, mais vous vous rendez compte que c'est tout un pan de la culture et de l'expérience humaine que vous rejetez, quoi. Et je veux bien que ce soit pas votre tasse de thé, mais il y a sûrement des œuvres qui vont vous parler dans toute cette production qui est énorme. Les gens qui disent « Ah, j'aime pas l'yaoi », mais il y a aussi sûrement quelques titres qui vont vous parler, quoi. Et bref, c'est difficile de trouver ce qu'il faut. Donc, conseil d'écriture, lire des expériences différentes, se renseigner sur des expériences différentes, lire plein de trucs. Comment dire, aussi ce que j'ai dit avant, vraiment ne pas hésiter à demander l'avis des gens, tout en prenant avec des pincettes. Enfin, quelquefois, c'est des gens on va chercher l'avis de gens qui n'ont pas du tout l'habitude de lire dans ce genre-là, parce que ça va être un retour intéressant, mais il faut aussi se dire que c'est pas le public qu'on veut toucher, quoi. Donc, mais ça peut aussi amener à avoir un point de vue différent. Bref, toujours essayer d'avoir un petit recul pour se préserver, même si c'est très très dur à acquérir, et que moi je l'ai acquis en me prenant plein de claques, quoi, des lettres de refus type dégueulasse, qui te trouve bien qu'on n'a rien à battre de ton manuscrit, il était dans une pile avec 500 autres, ils l'ont ouvert, ils ont lu une page, j'étais là, le style est pourri, au revoir. Bref, non, même pas juste la lettre type, c'était là, ah non mais elle est nulle cette lettre, non, la lettre de présentation, tu sais, chère madame, monsieur, blablabla, non. Au revoir. Elle a dit madame, monsieur, c'est mort. Je pense qu'ils font des sélections comme ça au bout d'un moment. Les lettres, moi j'avais entendu qu'ils les lisaient pas forcément, en fait. Ils les lisent pas. Ils lisent les 3 pages. Moi je me fais pas chier sur la lettre, enfin genre c'est genre tout le manuscrit et puis voilà, quoi. Je sais d'en écrire des rigolotes. Maintenant j'ai tellement rien à battre, je fais des blagues dedans. Mais je pense que je vais, tu testes des trucs aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai fait des lettres qui sont à peine des lettres et d'autres où je me fais chier, enfin.
Ça dépendra de la personne. Bonjour, veuillez trouver ci-joint en manuscrit. Bien à vous. Voilà, il y a ça dedans, il fait tant de mots, regarde. Mais ouais, non, enfin... lire et faire lire. On résume. Et je voulais terminer avec si tu avais des conseils de lecture plutôt là. Oui. J'avais noté des conseils de webcomics. Je sais que tu as été en rechercher. Ouais, j'ai été en rechercher, j'en ai sélectionné 2, vas-y. De webco. J'ai alors... Il y a 2 webcomics en ce moment, il y en a un qui est fini, il y en a un qui est en cours et qui est vraiment très cool. Le premier dont je parle, c'est Chroma Key. J'ai noté les auteurs sur ma main, Brandon Dumas et Laura Rice. C'est sur Tapas, le site où je publie Heroes Academy en anglais. Et donc Chroma Key, ça parle d'un groupe de Power Rangers, mais ils sont basiquement, c'est les Chroma Key, donc c'est des Power Rangers chacun avec une couleur, mais c'est super inclusif. Il y a des LGBT+, non-binaires, gays, machin. Il y a une personne qui est non-valide. Et puis ils sont tous... Enfin genre il doit y avoir une blanche dans le casting. C'est que des racisés. Donc c'est genre... le Power Rangers en encore plus inclusif que le film qu'ils ont réessayé de faire là avec... des pieds aussi. Et donc c'est pas Power Rangers noir qui est noir et Power Rangers jaune qui est asiatique. Oh mon dieu, ça c'est tellement une aberration. Ah oui. Mais bref, ça c'est vraiment très bien. C'est vraiment très, très sympa. Les dialogues sont très naturels. Et enfin, c'est super cool. Et c'est pas encore très très long. Et sinon, du coup, il y a la BD finie qui s'achète pour le coup, mais ça vaut le coup de soutenir le travail de cet artiste, qui s'appelle It Will Be Hard. Et je suis désolée, les 2 sont en anglais pour le coup, mais je trouve que en termes de webcomic, quand même, la production en anglais est plus intéressante globalement. Enfin, il y a plus de diversité, tout bêtement parce qu'il y a plus de gens qui parlent anglais. Enfin, voilà. Du coup, d'un auteur qui s'appelle Huan Pham. Et ça parle en fait d'une relation. C'est 2 hommes qui déjà ont des physiques vraiment atypiques. Il y en a un qui est très gros et asiatique, et l'autre qui est latino, je pense. Et... qui sont tous les 2, je sais pas, ils ont au moins plus de 30 ans. Et il y en a un qui est asexuel et qui, même s'il peut quelquefois avoir un petit intérêt pour le sexe, il a dit à l'autre, je ne peux pas donc faire ça avec toi, enfin en tout cas ça m'intéresse pas. Et donc l'arrangement qu'ils ont, c'est que du coup l'autre qui est sexuellement actif pourrait avoir des relations avec d'autres hommes, mais il y a un problème de communication entre eux à un moment et ils règlent ça. Et disons que c'est court en termes d'action, ça se passe sur une durée limitée, il n'y a pas des enjeux extraordinaires, c'est juste comment régler une relation sur ces problèmes très précis, mais c'est super rafraîchissant parce que je trouve qu'on manque de représentation des problèmes liés au polyamour, parce qu'on est tellement dans une réhabilitation du polyamour que c'est un peu en mode c'est parfait, machin truc. Et puis même ça parle aussi d'asexualité de façon vraiment subtile, pour le coup, qui change un peu de ce qu'on voit aussi. De ce qu'on ne voit pas. De ce qu'on ne voit pas. C'est comment dire, c'est un cas vraiment très spécifique, mais je pense que les questions qui se posent, ça peut toucher vraiment beaucoup de questionnements liés au couple, même le plus basique, quoi. Et ça parle de communication et ça communique très bien. Voilà. Et le dessin est joli, donc les 2 sont des BD avec des très jolis dessins. Et en termes de yaoi, tu conseillerais quoi? Du yaoi. Est-ce que je peux... Là, je sors de Japan Expo, j'ai mon loot de fanzine. Est-ce que je peux conseiller du fanzine? Ah oui, bah oui, du fanzine. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de fanzina, mais c'est quelque chose que tu soutiens beaucoup, la production de fanzine. Ouais, j'achète des fanzines depuis le lycée, j'en ai genre jusqu'au plafond, là. J'ai toute une... Qu'est-ce qui te plaît autant dans les fanzines? Enfin, Bah, c'est juste, je suis un peu fétichiste du livre, c'est pour ça que moi aussi j'aime bien sortir mes trucs en papier, quoi. C'est genre, toutes ces pages, c'est moi qui les ai faites et tu sniffes ton livre et tout ça. Et donc je suis fétichiste du livre, j'adore en acheter, j'adore en faire. Et donc c'est des... J'ai une attirance pour en fait ce qui est hors norme, ce qui va pas être standardisé en fait, et on trouve ça dans et ce qui va en même temps être un peu trop un peu pas fini, un peu encore trop influencé par d'autres choses. J'ai une attirance pour le processus en fait,
Et dans les fanzines, on voit beaucoup de processus. On va voir beaucoup de sketchbooks, d'univers étendus expliqués, des choses qui fusent de partout, qui sont pas encore tout à fait maîtrisées, ou quelquefois justement des petits challenges sur des BD courtes, mais qui sont tellement hors normes que ça aurait pas pu sortir en gros dans des grosses maisons d'édition. Et c'est tellement rafraîchissant en fait. Je pense que mon amour pour le fanzine, il a démarré avant que je découvre le concept de fanzine, avec le magazine Witch Mag. Je sais pas si tu Oui, ouais. Ils avaient lancé un concours de bande dessinée, c'était la BD Magic. Ils donnaient 5 héroïnes Magical Girl, ouais. et chacun devait envoyer sa BD sur les Magic. Je pense qu'à la base, ils y pensaient faire ça feuilletonnant avec chacun reprenait la suite, mais finalement, tout le monde a envoyé un début de BD avec les Magics. Et du coup, c'était genre, mais 150 versions par des petites filles de toute la France, enfin des ados de toute la France, qui écrivaient leur début avec les mêmes héroïnes, à chaque fois avec une histoire différente de l'origine de leur pouvoir et tout ça, avec des dessins super différents, mais c'était toujours les mêmes personnages qu'elles réutilisaient, et je trouvais ça mais absolument merveilleux, et c'était super inspirant, parce que c'était pas fini, parce que c'était aussi des processus en fait, et des auteurs en construction, parce qu'il y en a qui maintenant font du fanzina, qui avaient fait justement ce concours là à l'époque. Bref, j'aime trop le fanzine, c'est trop bien. Et du coup, lesquels tu pourrais Alors ouais, je parle trop. Là j'ai... Alors attention, je me déplace. Donc ceux que j'ai lus, j'ai pas encore lu tout ça. Donc, alors je décris, mais il y a une grosse pile par terre de fanzines, et comme les fanzines sont en général assez fins, le fait que la pile soit épaisse est significatif. Il y en a beaucoup. Alors j'ai In Bloom de Puck Boom, qui est une histoire très simple mais très cute de coming out d'un personnage gay, de comment on gère ses relations après un coming out, du coup d'homophobie dedans aussi, c'est très doux, c'est court, c'est en 2 tomes, et ouais non, je sais pas, c'est vraiment chou, c'est vraiment simple et doux et frais, et ça se lit super bien, donc voilà. On part dans la simplicité. Genre, j'essaie d'en conseiller encore, je sais pas, un autre. Ouais, oui, un, deux. Ouais, alors, regarde ce que j'ai. Je reviens avec mes 2 fanzines que je vais conseiller. Alors, j'ai Leave It All Behind de Soyuz, qui est donc un fan comics de Kylux, donc Kylo Ren et Hux, je sais plus quoi, dans Star Wars, la nouvelle trilogie. Et donc il est assez épais, et c'est du coup du fan comics, donc de la fanfiction en comics, sur ces 2 personnages qui sont des méchants, et ça se passe après le premier film, et c'est comment on deal après, comment le héros aussi deal avec le fait qu'il a tué son père, spoiler, tout le monde l'a vu, non, enfin bref, et l'écriture est bien, le dessin c'est très... c'est pas du tout les canons du yaoi androgyne super fin, ça va être des mecs un peu plus stock, un peu plus aussi qui ont vécu avec des cicatrices, tout ça, et c'est vraiment cool. Et Soyuz écrit vraiment très très bien, ça sonne toujours super naturel en fait, et jamais dans une simplicité ou une idéalisation de la relation en fait. On fait toujours ce qu'on peut, et je trouve ça super cool. Et du coup là j'en ai un qui est un peu plus choupi, un peu plus accessible, peut-être, enfin si tu aimes les trucs plus simples, c'est Orange Hickey Boyfriend et Orange Hickey Dad de Piers Fears. Donc ça, ce n'est pas français, j'avais cité 2 auteurs françaises. Je crois que l'auteur est allemande ou italienne. Enfin bref, c'est une européenne, mais elle écrit en anglais. Et donc c'est une histoire, non je pense que c'est une allemande, mais ça se passe en Italie. C'est l'histoire du coup d'un jeune homme qui n'arrive pas à manger parce qu'il est arrivé en Italie, et c'est je crois qu'il vient d'un pays étranger, il s'habitue pas à la cuisine, et il débarque dans une espèce de buvette où d'un seul coup il arrive à manger, et il se lie avec le patron qui lui fait la cuisine et tout ça, et le 2e tome du coup montre l'évolution de leur relation et comment ils se confondent en fait à l'homophobie des clients, et comment ils découvrent et construisent un safe space, en fait un espace safe où ils peuvent exprimer qui ils sont avec d'autres personnes LGBT. Donc c'était très sympa, et on sent en fait, c'est ça qui est cool avec le fanzina, que c'est une auteure en construction qui a évolué dans son écriture sur ce qu'elle pensait, sur je dis elle d'ailleurs, peut-être pas, je ne sais plus, elle a évolué, et voilà. Donc le fanzina permet de voir ça. Et je crois que la BD est dispo sur Tapas. Ouais. Bah, j'essaierai de trouver, je mettrai au moins les titres et les noms, parce que je suis pas sûre qu'à la volée comme ça ce soit facile de récupérer les titres, mais ouais. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, c'est très bien. Oui.
Du coup, pour te retrouver, je mettrai tous les liens de ta chaîne YouTube, de tes Tumblr, de tout ce qu'il faut. Tous mes nombreux liens. C'est ça. Et puis, je te remercie. Et puis voilà. Merci à toi. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour retrouver le travail de Pralinus, je vous invite à consulter la description où j'essaierai de mettre à peu près tous les liens utiles pour retrouver son travail. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à le dire avec des étoiles, avec des commentaires, avec des pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur toutes vos applications de podcast, Apple Podcast, SoundCloud et d'autres. La Voix des Plumes, c'est tous les premiers du mois, alors on se donne rendez-vous le 1er septembre pour un nouvel épisode de La Voix des Plumes.